Bonjour, nous sommes le 19 mars 2020 et mon petit exposé sera intitulé La Chine, seule puissance mondiale. J'expliquerai. Hier, dans un contexte tout à fait inédit, j'ai pu bien lire, écrit conjointement avec Vincent Burnand-Galpin, et voilà, un livre qui sort alors que les librairies sont fermées. Un des messages centraux, peut-être le message central de ce livre, vous le verrez quand vous aurez accès à un exemplaire sous une forme numérique ou imprimé sur du papier, c'est un jour ou l'autre, vu l'urgence du réchauffement climatique et d'autres catastrophes liées au changement que notre espèce a induit euh, sur notre planète, nous ne serons pas prêts et nous devrons improviser un changement d'attitude de nos pays, un changement radical. Si nous ne nous préparons pas rapidement, nous serons obligés, le jour venu, d'adopter clé en main la solution qui existe, qu'un pays a mis en place et qui est la Chine. Ce pays, c'est la Chine. Donc nous lancions un avertissement en disant préparons-nous si nous voulons créer un contexte qui nous satisfasse, par exemple, et en particulier sur le plan des libertés individuelles, si nous ne voulons pas acheter clé en main quelque chose qui existe déjà par une nation qui s'occupe de tous ces problèmes et qui s'en occupe de manière à la fois décidée, déterminée, bien organisée et martiale, il faut que nous nous préparions. Le manuscrit a été déposé le 6 janvier. Nous sommes 2 mois et demi plus tard. C'est très rapide pour un éditeur d'arriver à faire ça. Et d'une certaine manière, nous arrivons quand même trop tard. Non pas parce que le livre sera dans les mains dans un certain nombre de mois, mais parce que les choses ont déjà changé radicalement, parce que la Chine, qui est le pays d'où est provenue cette pandémie, annonce aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas dans la journée d'hier. Et vous allez voir, ici et là, le président de la République italienne remercier la Chine non seulement pour un envoi massif de masques, mais aussi pour l'envoi de médecins. La Serbie dit que le seul pays qui l'a aidé jusqu'ici devant la crise, c'est la Chine. Qu'est-ce qui va se passer qui se passe déjà. L'Italie rencontre des difficultés considérables dans la gestion de cette pandémie. En France, en Belgique, en Suisse, on a quelque chose de l'ordre d'un retard de 8 jours, d'un décalage entre ce qu'on voit en Italie et ce qui se passe dans les pays que je viens de nommer. Et quand la question m'a été posée lors d'un entretien sur la chaîne Le Média, quel est le pays le plus exposé, celui qui rencontrera les plus grandes difficultés, et il m'est suggéré par mon intervieweur l'Italie, à très juste titre, vu les difficultés de l'Italie maintenant. J'ai dit non, il y a un pays qui sera encore bien davantage exposé, qui sera dans de réelles difficultés par rapport à celles que l'on voit déjà, en raison de son impréparation, ce sont les États-Unis. Et effectivement, pourquoi? Essentiellement parce que jusqu'à très récemment, on avait un président des États-Unis qui niait l'existence même d'une crise, ce qui obligeait les États fédérés à agir en ordre dispersé. Euh, Devant le négationnisme de la direction et des sources d'information, entre guillemets, de la présidence américaine, c'est-à-dire des sources complotistes d'extrême droite, suprémacistes blanches en particulier, le pays était dans un total désarroi. C'est un pays qui refuse, par principe idéologique, d'intervenir. C'est un pays qui n'envisage pas une planification contraignante.
qui compte surtout sur les initiatives individuelles. C'est un peu en train de changer, voilà, depuis 48 heures essentiellement. Ça va arriver extrêmement tard vu la situation dans laquelle se trouve déjà cette nation qui couvre un énorme territoire avec des États qui sont plus ou moins bien équipés pour réagir à l'urgence. Il y a des États extrêmement peuplés et qui ont une organisation extrêmement forte. Je pense par exemple à la Californie, mais vous avez des États ruraux, le Wyoming, le Idaho, le Dakota du Nord et du Sud, pour donner quelques exemples qui sont peu peuplés, où il existe de grandes distances entre les villes, qui ne disposent pas d'une organisation véritablement en place. Alors, il y a des choses qui existent au niveau du pays tout entier, le FEMA, etc. Mais on le sait qu'à la tête de ces grandes organisations ont été placés depuis l'élection de Trump des gens qui ne croient pas à l'État, qui sont souvent des lobbyistes, des personnes qui sont contre toute forme de gouvernement organisé, planifié, et qui ont joué essentiellement un rôle de détricotage à la tête de ces agences. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Chine, dans 15 jours, 3 semaines, va proposer aux États-Unis aussi. Ils le feront, le pays le fera très modestement, d'abord parce que c'est dans les attitudes du pays, et puis en sachant quelle serait la réaction réflexe des États-Unis de refuser une aide qui vienne de la Chine. Mais allons-nous voir dans 3 semaines des médecins chinois délégués aux États-Unis pour essayer de sauver la situation? Euh, je ne parierais pas que ça ne va pas se produire ou qu'il n'y ait pas des envois massifs d'équipements pour aider les États-Unis qui seront dans une situation catastrophique. Nos pays, nos pays devront faire un examen de conscience au moment où on sortira de tout ça, je suppose, espérons au milieu de l'été, à l'automne. Les États-Unis aussi, et quand nous nous réveillerons, nous nous rendrons compte à quel point la situation dans laquelle nous sommes est exceptionnelle pour les pays. C'est effectivement une situation comparable à des états de guerre. D'une certaine manière, nous avons vu venir cette pandémie, l'information maintenant nous a permis de savoir tout de suite ce qui se passait en Chine en décembre, en janvier. Ça nous a donné un tout petit peu de temps pour réfléchir, pas vraiment pour nous équiper pour la suite. Mais nous avons pu petit à petit entrer dans la situation dans laquelle on est. J'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure, qui était entré dans ma maison et nous portions tous les deux un masque. Les voisins d'en face nous ont vu sortir avec nos masques. Eux, ils étaient à distance. Voilà. Ils nous ont vus dans la situation qui est la nôtre, une situation de confinement dans laquelle on ne peut sortir que pour des raisons impératives, comme dans ce cas-là, c'était de penser aux enfants. Nous pouvons sortir avec une attestation pour faire un certain nombre très limité de choses. Notre économie part en vrille, bien entendu. Les marchés financiers ne savent plus où donner de la tête pour essayer de soutenir une situation qui devient extrêmement difficile à gérer. On se remet à injecter des milliards dans l'économie, mais nos économies sont des économies, vous le savez, où les milliards déversés par le haut n'arrivent pas aux consommateurs, aux individuels, aux travailleurs, à la travailleuse individuelle, ce qui conduit à les États-Unis à envisager, c'est dire où on en est, envisager simplement d'envoyer $2000 par famille, la fameuse proposition de M. Milton Friedman de distribuer de l'argent par hélicoptère en cas de nécessité. M. Friedman, voilà, grand théoricien, Milton Friedman, prix Nobel d'économie bien entendu, grand théoricien de l'ultralibéralisme avec von Hayek et von Mises avant.
qui avait envisagé, c'est quelqu'un, il faut le savoir, ni von Mises, ni von Hayek, ni Milton Friedman ne sont des gens qui croyaient véritablement à l'avenir du capitalisme. Ce sont des gens qui ont toujours, malgré leur caractère radical, malgré le fait que Friedman et von Hayek aient été se soient portés volontaires pour être des conseillers de Pinochet, ce sont des gens qui ont toujours pensé que l'avènement du socialisme était en réalité inéluctable et qui ont réfléchi à ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faudrait faire dans des transitions et des choses de cet ordre-là. Milton Friedman, c'est aussi quelqu'un qui a pensé au revenu universel sous la forme d'impôts négatifs, c'est-à-dire d'aide apportée systématiquement aux ménages qui se trouveraient en dessous d'une certaine barre. On a parlé de fin du capitalisme en 2008. Je crois qu'on va en reparler beaucoup, beaucoup. Pour un avant-goût, lisez donc cet ouvrage qui s'appelle Comment sauver, non pas le capitalisme, mais comme j'ai écrit un livre, vous savez, qui s'appelle Capitalisme à l'agonie, et un autre qui s'appelle Se débarrasser du capitalisme est une question de survie. Le nouveau s'appelle Comment sauver le genre humain, et une transition douce, une sortie douce du capitalisme est décrite longuement dans cet ouvrage, sous forme, je dirais, de conseils véritablement pratiques. Comment le faire dans la pratique, en s'inspirant de choses qui ont été faites ailleurs, par exemple aux époques de crise, comme des économies de guerre, des choses de cet ordre-là. Voilà une réflexion sur le fait que dans 6 mois, on ne se posera peut-être pas la question de savoir si la Chine est la principale puissance mondiale, mais on sera peut-être obligé de constater qu'elle est la seule puissance mondiale encore en état de fonctionnement. Voilà, allez, à bientôt.